Projet Mégaphone vous présente sa 13e balado-diffusion intitulée Le pouvoir d'agir des jeunes et la nécessité d'être entendu. Saison C-Jeux Hochelaga Maisonneuve. Cette série est issue des ateliers avec les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve et Sophie Hébert. Sophie Hébert est chercheuse à l'Institut universitaire des jeunes en difficulté depuis 2018 et professeure associée à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur les trajectoires et les expériences de développement des jeunes et sur l'instabilité vécue par ceux-ci. Sophie travaille également avec les milieux de pratique afin d'encourager les développements du pouvoir d'agir des jeunes, particulièrement lors de leur passage et la vie d'adulte. La mission du Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve est de favoriser l'implication citoyenne et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des adultes de Montréal, notamment ceux d'Hochelaga Maisonneuve, en développant des services et des initiatives favorables à la valorisation des personnes dans leur milieu. Épisode 2. Je suis chercheuse d'établissement dans le système de santé, c'est-à-dire que je fais de la recherche auprès des jeunes, surtout les jeunes qui sont placés pour des raisons liées à la protection de la jeunesse. Donc, comment ça se passe quand ils sont en placement, mais aussi comment ça se passe, comment les comportements sont vus et tout ça. Donc, c'est ce que je fais. Bonjour, ici c'est Sophie. Vous écoutez le 2e épisode de notre balado « Le pouvoir d'agir des jeunes et la nécessité d'être entendu ». Aujourd'hui, nous accueillons Sophie Hébert, chercheuse qui travaille sur le pouvoir d'agir des jeunes, particulièrement ceux en situation de vulnérabilité. Dans cet atelier, Sophie et les jeunes explorent ensemble ce que signifie avoir un pouvoir sur sa propre vie. Avant de plonger dans les discussions, Sophie nous explique la différence entre le pouvoir d'agir et la capacité d'agir, 2 termes qui peuvent sembler similaires, mais qui comportent des nuances. Il y a des personnes en sciences qui font la différence dans la littérature. Ça dépend des fois de est-ce que la personne vient de France. Déjà, ça fait une différence parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Est-ce qu'on va parler plutôt, au Québec, on parle beaucoup plus de pouvoir d'agir, mais il y en a qui vont parler même de capacité. Là, ça devient des grands mots pour dire quelque chose de similaire. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, tu y vas, puis tu as l'opportunité de le faire. C'est un petit peu ça quoi ça veut dire le pouvoir d'agir. Moi, je travaille avec les mots pouvoir d'agir, mais capacité d'agir, c'est un peu dans le même esprit, là. C'est le même principe, là. C'est juste que capacité veut dire est-ce que je suis capable, alors que vraiment le pouvoir d'agir, c'est plus quelque chose qui, tu devrais avoir ce pouvoir-là, même si tu n'as pas encore développé tes capacités de le faire. Tu as quand même le pouvoir de dire, par exemple, ce que tu penses. Peut-être que tu parles pas encore, mais tu devrais avoir ce pouvoir. Pour mieux comprendre ces concepts, les jeunes et Sophie ont réfléchi ensemble à ce que signifie la capacité d'agir. Ils ont identifié des mots-clés comme responsabilité, liberté, motivation et autonomie. Sophie nous explique comment ces différentes dimensions s'articulent. Fait que vous avez raison, ça prend les deux. Parce que tu peux pouvoir faire 10 000 choix, si tu n'as aucune possibilité, tu peux pas vraiment faire des choix. Puis, à l'inverse, tu peux avoir 10 000 possibilités puis être incapable de faire des choix. Fait que ça prend les deux. Le pouvoir d'agir, la capacité d'agir, c'est les deux, en fait, ensemble. Pour entamer les discussions, on a préparé comme à notre habitude des vrais ou faux. C'est parti. Dès la naissance, nous sommes des citoyens avec des droits. Selon la charte des droits des enfants, tous les enfants nés égaux en droit. Ils ont le droit à l'éducation. Le droit à la vie, le droit d'avoir les mêmes droits que les autres, entre guillemets, parce qu'ils ont le droit aussi d'avoir la même qualité de vie, d'avoir le droit à avoir qu'on respecte leurs besoins et leurs sentiments, du coup. Et à la vie, du coup. C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais je pense que mon point se situerait plus en voulant dire, exemple, là on parle d'un enfant qui naît à l'hôpital, il a tous ses droits et il est citoyen, right?
Mais si on prend exemple un enfant qui naît dans la rue, est-ce qu'il a forcément les mêmes droits? Est-ce qu'il est forcément citoyen? C'est pour ça que je dis que ça va pas trop. Je pense que ça dépend de l'environnement. Aussi, moi, je lutte un peu sur le mot citoyen. Parce que quand tu nais, tu es citoyen, mais est-ce que tu as la capacité d'agir, de faire ce que tu es supposé faire quand tu es citoyen? Vous apportez des nuances super intéressantes. La réponse facile, c'est ce que vous avez répondu en majorité. C'est vrai que vous êtes citoyen dès que vous venez au monde et que vous avez des droits. Puis là, vous avez fait des cours de droit, là. C'est ça. Je suis même allé voir les ministres. Ah ouais, vous êtes top, là. Je pensais pas parler à un public aussi aguerri. Fait que je vais faire attention à ce que je dis. Watch out. Mais vous apportez des nuances tellement intéressantes. Parce que là, dans la citoyenneté, il y a toute la question légale liée à la citoyenneté. Fait que tu as raison de dire ce que tu dis parce que il y en a qui se battent, par exemple, pour avoir leur citoyenneté. Et ce que tu apportes, c'est tellement important. C'est que c'est pas parce qu'il y a des droits décrits dans une charte sur un papier que dans ton quotidien, tes droits sont réellement respectés. Tu as raison de dire, c'est pas vrai que si tu nais dans la rue, même si c'est écrit sur un papier, on a respecté tes droits. Prochain vrai ou faux? Est-ce que c'est de l'autodétermination lorsque quelqu'un décide de rester seul dans sa chambre plutôt que de sortir avec ses amis? Mais moi, je trouve que ça dépend de la situation, parce qu'on n'a pas assez d'informations. C'est juste, ça dépend aussi de la personne. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle se sent mal? Ouais, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'elle reste parce qu'elle ne veut pas sortir parce qu'elle est déprimée? Ou est-ce que c'est parce que son entourage est toxique, quelque chose comme ça? Non, je pense que c'est bien dit, Mohamed, parce que moi, écoute, vendredi soir, après une grande semaine de travail, je pourrais décider, je suis fatiguée, ça me tente pas d'aller, tu sais, sortir avec mes amis, puis décider que je prends du temps pour moi, tandis que c'est sûr, si je le fais parce que des raisons, je me sens dépressive, je fais de l'isolement, je fais de l'anxiété, on est pas dans de l'autodétermination, on est dans, c'est ça, dans plus un mal-être. Bien, l'autodétermination, tu l'as placé un peu, c'était bien comment tu l'as fait, c'est comme un peu une autodéfinition. C'est-à-dire qu'on laisse pas les autres décider qui on est, on le fait par nous-mêmes. On décide comment on a envie d'exister, puis qui on est. Grosso modo, c'est ça, autodétermination. Fait que la réponse rapide, ce serait oui, c'est de l'autodétermination. Parce que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu fais, la manière dont tu vas le faire, tu devrais être autodéterminé. Après ça, les nuances que vous apportez sont vraiment importantes parce que l'autodétermination ne veut pas dire que tu es tout seul au monde. Puis quand vous parlez d'isolement, de déprime, ce qu'en fait vous dites, c'est « ben j'aurais le droit de rester ». Si tu te sens bien avec ça, puis si c'est ça que tu veux, c'est de l'autodétermination, mais si c'est par dépit, si c'est par manque de possibilités, tu sais, tout à l'heure je vous disais les décisions versus les possibilités, si c'est par manque de possibilités, ben l'autodétermination, en fait, la capacité d'agir est vraiment plus limitée. Autre vrai ou faux, un peu plus sensible. Est-ce que c'est de l'autodétermination quand quelqu'un décide de fumer pour la première fois avec ses amis? Moi, je dis que ça dépend de certains cas, et c'est parce que tu veux, mais aussi, il y a la pression sociale qui, par exemple, tu es avec tes amis, mais ils fument, mais toi tu dis, mais non, mais si tu fumes, mais ça c'est la pression sociale, mais ça dépend de certains aspects que tu es. Si tu es avec tes amis qui ne fument pas, et tu veux, c'est bien, c'est ta décision, mais si tu es avec tes amis qui fument, ça c'est de la pression sociale, donc ça dépend de l'aspect. Il a un petit peu dit, mais qu'est-ce que je voulais dire un petit peu dans différents mots, c'est que c'est de l'influence souvent, surtout quand on est jeune, souvent c'est l'influence de ses amis et on se dit ouais parce que mon ami fait ça, moi je vais le faire. Et qu'en dit notre chercheuse? L'autodétermination, c'est une vision qu'on a d'une personne et c'est comment la personne se perçoit qui nous dit que cette personne-là a le droit de choisir le chemin qu'elle prend dans la vie
C'est comme une vision qui est très philosophique, OK? L'autodétermination, c'est-à-dire que peu importe la décision que tu vas prendre de qu'est-ce que tu vas manger dans ta journée, tu restes une personne autodéterminée. Peu importe que tu décides de fumer ou de pas fumer, tu restes une personne autodéterminée parce que en fait, dès que on l'a dit tout à l'heure, dès que tu es venu au monde, dès que tu étais déjà, on te perçoit comme ça, puis tous les cadres légaux, on vous perçoit comme autodéterminé. Fait que là, quand vous prenez une décision dans votre vie, là, j'entendais prendre la bonne ou la mauvaise décision, ça change rien, ça change quelque chose dans votre vie, mais ça change rien dans votre autodétermination. Ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, dans la rue, qui ont pris de l'héroïne, qui sont vraiment pas bien, et ça demeure des personnes qui ont droit à l'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne-là, on a le droit de la traiter d'une manière qui est humaine, qui est digne. Donc, la réponse, là, je pense que vous voyez que ma réponse est très, très nuancée. Mais... C'est le droit de décider de sa vie, finalement. Hein? C'est le droit de décider de sa vie, mais le droit, en fait, d'avoir la possibilité de décider. Fait que quand vous décidez, est-ce que je prends une puff ou est-ce que je prends pas de puff? Est-ce que j'ai de la pression sociale que j'en ai pas? Est-ce que la pression sociale me suffit à dire oui? Est-ce que je veux plaire à telle personne ou pas? Tout ça, c'est de l'information que vous avez pour prendre une décision. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? C'est même pas ça la question. C'est parce qu'il n'y a pas de direction, c'est votre direction. Elle est bonne parce que c'est vous qui l'avez prise. C'est ça l'autodétermination. Rose soulève une question cruciale. À quel point notre environnement influence-t-il notre capacité d'agir? Moi, c'est plus une question. Parce que j'ai écouté ce que vous avez dit, mais ça m'amène à me dire, est-ce que l'autodétermination peut être influencée par ton entourage ou parce que ce que les gens te disent en fait, genre, parce que ton autodétermination, ça vient de toi, mais, bon, je vais aller un petit peu loin. Genre, exemple de ton environnement, qu'est-ce que tu as grandi avec, ton autodétermination peut être déterminée par ça, je pense, et parce que tu as connu, donc, est-ce que ça peut être influencé par plusieurs facteurs? Ton autodétermination, parce que là, on parle de plein d'affaires. L'autodétermination, c'est juste le fait qu'on te perçoit comme étant un être de droit qui peut se déterminer, mais la capacité d'agir, le pouvoir d'agir, c'est toujours influencé par ton environnement. Parce que on ne vit pas sur une île, puis même si tu vis sur une île, tu serais influencé par est-ce qu'il y a de la noix de coco ou des bananes. Là. Fait que c'est toujours influencé par l'extérieur. En fait, le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir d'agir dans ton univers, pas à l'intérieur de toi. C'est comme, en fait, le pouvoir d'agir, c'est le lien entre ta connaissance de toi, ta perception que tu as du pouvoir, que tu as du contrôle, et toutes les opportunités et les possibilités qui s'offrent à toi. Puis quand tu mets ça ensemble, ça fait ton pouvoir d'agir. Puis, tu as raison, les gens peuvent t'influencer. Puis, peu importe où tu es rendu, tu sais, peut-être qu'il y a des moments dans ta vie où tu t'es laissé influencer. Il y a d'autres moments dans ta vie où tu as décidé d'aller à l'encontre de cette influence-là. Mais en fait, le pouvoir d'agir, c'est pas... je veux juste le redire parce que je trouve ça vraiment important. C'était-tu le bon chemin ou pas le bon chemin? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que tu as pu prendre une décision en ayant des opportunités où tu n'avais aucune opportunité de prendre des décisions. Il y en a qui n'ont aucune opportunité. On diminue, par exemple, le pouvoir d'agir des prisonniers, par exemple. Avec les lois, on réduit leurs droits et tout ça, puis à un moment donné, ils ont moins de possibilités. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt, Rose, que je trouvais super intéressant, c'est que tu as parlé de l'information. Tu as dit, des fois, on n'a pas toute l'information. Puis effectivement, on a beaucoup plus de pouvoir d'agir quand on a de l'information. Puis que cette information-là, ça nous sert à prendre notre décision, puis aussi à trouver les endroits où on peut la prendre, la décision. On passe à la prochaine proposition. Vrai ou faux? Il existe une hiérarchie entre les adultes et les ados? C'est quasi unanime. Tout le monde se lève pour montrer son accord avec cette affirmation. Et des fois,
Genre, moi, je suis une personne que j'ai beaucoup de difficultés. Ben, ça dépend pourquoi, mais pour certaines choses, j'ai beaucoup de difficultés à faire des décisions. Fait que je vais souvent voir les adultes pour, genre, m'aider à faire des décisions. Puis des fois, genre, il y a certains adultes que là, je suis comme, ah, mais c'était pas ça finalement, c'était pas si bon que ça. Puis je suis comme, ben, je sais pas, il y a plus d'expérience de vie, devrait savoir plus que moi. Des fois, tu sais, les adultes sont en position d'autorité sur les ados et les enfants. Et des fois, les adultes demandent aux enfants de faire des choses qui sont, admettons, pas très bien pour eux. Mais vu qu'ils sont en position d'autorité, c'est l'enfant, il va... Ouais. Puis, genre, admettons, si l'adulte est un gossant, là, ben, ils vont genre faire pour genre acheter la paix. Genre, pour faire comme, ok, mais j'ai le fait, on parle plus, c'est passé. Voilà. Juste pour ajouter, mais je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais moi j'ai souvent entendu cette phrase venant de certains adultes. La phrase de toi t'es jeune, t'as rien vécu. Sophie reprend les rênes de la conversation. Ben, en fait, les adultes, OK, je vais décortiquer ça parce que c'est tellement une question intéressante. Vous avez dit plein d'affaires cool, OK? Mais les adultes ont la responsabilité de s'occuper des enfants dans la société. Vos parents ont la responsabilité de s'occuper de vous, OK? Fait que donc, bien sûr qu'ils doivent prendre des décisions de parents. Les adultes à l'école ont votre responsabilité pendant que vous êtes à l'école. Donc, bien sûr qu'ils doivent s'occuper des enfants. Le problème, je pense, là, quand on parle de hiérarchie, parce que vous avez raison, il y en a une hiérarchie. On appelle ça, en fait, il y a un mot pour ça. On appelle ça l'adultocentrisme. Ça veut dire que toutes les décisions et toutes les politiques sont prises du point de vue de l'adulte. OK? Les choses sont définies du point de vue de l'adulte. Les matières que vous étudiez à l'école ont été développées par des adultes. Et tout ça est fait par des adultes. Le pouvoir d'agir, d'avoir plus de pouvoir d'agir, que les jeunes puissent plus participer, ce qu'on voudrait, c'est pas nécessairement « OK, ben on arrête, on prend plus notre responsabilité, puis allez-y, faites ce que vous voulez ». C'est pas du tout ça. Au contraire, la responsabilité de s'occuper des enfants à demande, pour des raisons liées à l'expérience. Comme vous avez dit, vous avez raison. Tu sais, à un moment donné, on se développe, puis là, on a la possibilité d'avoir des enfants, puis on a une responsabilité, puis il faut qu'on en prenne soin. Par contre, les décisions liées à la vie des enfants, à mon avis, ça devrait être davantage discuté et négocié. C'est pour ça que je vous parlais de négociation tout à l'heure, parce que on peut avoir, tu sais, moi je signe les papiers là, de mes enfants à l'école, c'est moi qui signe, c'est pas eux, là. J'ai cette responsabilité-là. Mais j'essaie de prendre aucune décision sans avoir une discussion avec eux avant, pour savoir comment ils ont vécu la situation, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Ce qui fait en sorte que la décision n'est pas prise par moi, mais elle est prise ensemble. Donc, c'est pas non plus, on veut que les enfants soient les boss, c'est pas ça non plus. Mais c'est plus d'essayer de diminuer le niveau de la hiérarchie pour être capable de se voir. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui est très haut, puis il y a quelqu'un qui est très bas, ben on se voit plus, on peut plus se voir dans les yeux. Fait que c'est d'essayer de diminuer la hiérarchie pour être capable de se dire, hein, on se voit, on peut se parler, on peut s'écouter aussi. Rose soulève un point important sur l'apprentissage par l'expérience, même si celle-ci comporte des erreurs. Par exemple, si tu prends une mauvaise décision, ben, tu sais que ça va prendre ta mauvaise décision. C'est pas le parent qui va te dire de prendre cette décision, c'est toi. Puis comme, par exemple, si tu prends la mauvaise décision, ben, au moins tu vas savoir tes erreurs. Parce que si à un moment donné, tes parents ils te gardent tout le temps dans ta chambre ou des choses comme ça, ben, tu vas jamais savoir tes erreurs. Exact. Puis là, tu es dans les possibilités de prendre des décisions. Tu es vraiment dans le pouvoir d'agir quand tu dis ça. Plus tu as de possibilités, plus tu peux apprendre à travers des erreurs ou pas, des échecs ou pas, ça dépend comment vous le dites, des bonnes, des mauvaises décisions, mais c'est à travers ça que vous développez votre expérience. Des fois, il y a des adultes genre, qui te laissent prendre la décision, mais après ils te disent ouais, si tu prends cette décision, après tu vas voir que genre ils te donnent comme l'insécurité, comme dire ah mais ça c'est pas une bonne décision, je vais te laisser prendre une décision, après tu vas voir et genre après je vais pas genre comme ils disent
genre, je te laisse prendre cette décision, mais genre, ça va être à toi de le résoudre après si ça fonctionne pas. Je pense que c'est comme, te donne l'insécurité, du coup, tu te dis, est-ce que je prends cette décision? Est-ce que c'est bonne? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que je devrais prendre cette décision et si ça fonctionne pas? Mais si ça peut te rassurer, là, les adultes aussi ne savent pas qu'est-ce que ça va donner leur décision. Même les adultes qui te disent ça ne sont pas certains. L'incertitude, ça fait vraiment partie du quotidien puis de la gestion des risques en général. Fait que quand tu prends une décision, il n'y a personne qui est sûr à 100% si ça va être correct ou pas. Mais c'est juste que plus tu développes l'expérience puis plus tu t'écoutes, plus tu devrais être dans un sens où, ben, tu sais, j'ai vécu un échec, mais je l'ai fait parce que, par exemple, j'aimais, je sais pas, moi, j'aimais faire telle chose et donc c'est ça qui m'a amené là. J'ai appris puis je continue. Tu sais, fait que les adultes aussi font des erreurs comme genre beaucoup. Un autre dilemme émerge dans la discussion. Comment trouver un équilibre entre la protection des jeunes et leur besoin de participation active dans les décisions qui les concernent? Mais je dis à propos de genre protéger l'enfant, genre tu sais quand l'enfant est devenu ado, tu sais il y a une partie de protéger que ça doit être lui-même qui doit se décider, ça doit être lui-même qui sait genre comme avec ses expériences de vie, avec admettons comment ça s'est passé à l'école, s'il y a eu des mauvaises expériences à l'école, s'il y a eu des bonnes expériences à l'école, genre de je sais pas quel genre de monde qui attire à quelque part. Quel genre de monde je lui parler, être autour de lui, tu sais. Dans la littérature scientifique, donc dans les choses scientifiques qui sont écrites par rapport à la participation des enfants, il y en a certains qui observent que des fois, à trop vouloir protéger les enfants, on les empêche de participer à la société. Puis donc, on veut continuer de protéger les enfants parce que, tu sais, on veut pas, idéalement, on veut qu'il vous arrive le moins de choses possible, mais on veut pas qu'il vous arrive rien. Parce que rien, c'est comme... Rien, c'est pas d'expérience, c'est pas de... Tu sais, prendre un peu de risque, ça fait partie du développement normal des adolescents. Ça fait partie de la vie aussi. Fait ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils restreignent les choses très, très, très dangereuses et très, très, très probables, mais qui ouvrent à la possibilité, par exemple, de, je sais pas moi, faire du vélo dans un endroit un peu plus escarpé. Le pire qui va arriver, c'est qu'on s'ouvre le genou. Tu sais, c'est pas grave dans l'expérience de vie. Sophie termine en évoquant un exemple concret de son travail de recherche, où des intervenants en protection de la jeunesse adoptent une approche qui respecte davantage le pouvoir d'agir des jeunes. Il y a des jeunes qui sont placés depuis longtemps. Il y a des jeunes que quand ils arrivent là à 16 ans, ça fait plusieurs années qu'ils ont été placés dans d'autres unités. Puis les adultes ont pris beaucoup de décisions pour eux parce qu'ils considéraient qu'ils étaient trop jeunes, pour plein de raisons. Mais ça fait en sorte que quand les jeunes arrivent dans cette unité-là, au départ, ils ne savent pas toujours comment faire pour prendre des décisions pour eux, pour prendre le temps de s'écouter. Ça peut arriver des fois qu'il y a une période où le jeune va être assis dans le divan toute l'après-midi ou toute la semaine, puis il ne sait pas ce qu'il veut faire, mais parce qu'on lui a jamais donné l'espace et la possibilité de prendre cette décision-là, puis de l'écouter. Ou en tout cas, des fois, on a écouté, c'est pas que les autres intervenants n'écoutent pas, c'est juste qu'il y a tellement de procédures qu'on lui a dit, ben là, t'es rendu à cet âge-là, t'es censé faire ça, ben là, si tu vas pas à l'école, t'es donc obligé de travailler. Et donc, tu sais, là, on est plus dans, OK, je vais t'ouvrir plus de possibilités. Sophie ajoute une notion fort importante sur la capacité d'agir. On l'écoute. J'ai fait une recherche où ce qu'on m'a expliqué, en fait, parce que je suis allée demander à des intervenants, ça veut dire quoi le pouvoir d'agir, puis j'ai fini par comprendre que ça veut dire bien se connaître, mais aussi bien connaître les ressources qui peuvent répondre à notre besoin pour éventuellement définir une bonne capacité à demander de l'aide. Parce que pouvoir d'agir ne veut pas dire je me débrouille tout seul, puis je suis donc autonome, puis je peux tout faire tout seul. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire j'ai le pouvoir de savoir où aller chercher de l'aide. Nous vous invitons à écouter le prochain épisode où la discussion se poursuit avec Sophie Hébert et les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve. À tout de suite.